Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer cette conférence sur la gestion du risque d'avalanche en ski de randonnée et plus particulièrement pour l'ensemble des sports de neige dans la montagne sauvage en hiver, hein. Voilà, donc je vais partager mon écran pour vous montrer ma présentation. Voilà, donc je suis, Guillaume Blanc, je suis encadrant en ski de randonnée, au GUMS, hein, qui est un club de montagne parisien et je suis également donc instructeur, au CAF, pour la neige et les avalanches. Donc j'organise des stages, de perfectionnement, à la gestion du risque, d'avalanche, tous les ans. Hem Et puis je m'intéresse à cette gestion du risque depuis, une quinzaine d'années, aux avalanches et à la gestion du risque. Donc, voilà pour la petite introduction. Alors, pourquoi s'intéresser, à la gestion du risque d'avalanche? Eh bien, parce que, ça fait des morts. Ça fait des morts et ça fait des morts depuis un certain temps. Donc je remonte pas, très, très loin, mais depuis une quarantaine d'années. Donc sur ce graphique, on voit chaque point, c'est le nombre de morts annuels, donc en fonction de la date, et on s'aperçoit qu'en moyenne, depuis une quarantaine d'années, on en est à 30 morts par an sous les avalanches. Donc ça peut paraître, relativement faible, notamment si on compare ce nombre, par exemple à la période actuelle d'épidémie de Covid, ou bien si on compare ce nombre au nombre moyen de morts par noyade, en mer, qui est d'environ 200 chaque année. Donc ça peut paraître relativement faible. Ça peut paraître relativement faible, au regard du nombre de pratiquants, hein, puisque le nombre de pratiquants de ski de randonnée, en tout cas, dans les années 2000, était estimé en France à 100 000, et puis il a été multiplié par 2 actuellement, donc on est autour de 200 000 actuellement, donc ça reste une estimation. Le nombre de morts n'ayant pas diminué, restant le même, on peut estimer que, par rapport au nombre de pratiquants, il a baissé de moitié depuis 20 ans. Néanmoins, une trentaine de morts par an, ça reste beaucoup, et on peut, essayer de faire en sorte de diminuer ce nombre. Voilà, surtout que depuis une vingtaine d'années, hein, depuis le début des années 2000, les connaissances, la connaissance des physique des avalanches a beaucoup progressé, et puis, la connaissance les connaissances au niveau de la gestion du risque ont également pas mal progressé. Donc il existe des outils, qui, devraient en principe permettre de réduire ce nombre de morts. Pour cela, il faut savoir que, environ 90 des accidents d'avalanche sont, des avalanches de plaques. Donc je vais revenir tout de suite sur ce que ça veut dire, et puis, environ 90 de ces accidents, donc d'avalanche, avalanches qui ont été déclenchés par les pratiquants eux-mêmes. Donc en connaissant ces chiffres, eh bien, on peut, en déduire certaines choses, et on peut mettre en place un certain nombre d'outils relativement simples pour essayer de ne pas se faire prendre, ou en tout cas de diminuer le nombre de morts. Alors mon exposé, ce soir, va se dérouler de la façon suivante. Donc je vais parler, des avalanches de plaques, hein, pour vous dire, rapidement en quoi ça consiste. Nous allons parler des facteurs humains, hein, c'est-à-dire, ces biais cognitifs, hein, qui nous affectent tous quand on doit prendre une décision en l'occurrence en ski de randonnée par exemple, hein, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas dans cette pente? Et tout cela nous amènera à différents outils qui vont nous permettre de gérer ce risque d'avalanche. Voilà, je terminerai cette présentation par une présentation de 2 outils, en ligne, qui sont Yeti et Ski Tour Guru, pour nous aider à préparer nos courses, donc de ski de randonnée. Alors je vais beaucoup dire ski de randonnée, mais ça s'applique, exactement la même chose s'applique, aux randonnées en raquettes, aux marches d'approche pour la cascade de glace, et cetera. Enfin, tous les sports de montagne qui se passent en hiver sur le manteau neigeux, dans la montagne sauvage. Voilà, alors tout d'abord, les avalanches de plaques, qu'est-ce que c'est? Donc une avalanche de plaques, c'est quelque chose comme ça. Hem,
C'est donc un bout du manteau de neige qui va se décrocher sur une pente relativement raide. Donc on voit la cassure ici et puis on voit donc, toute la couche supérieure du manteau qui a dévalé et qui s'est accumulée dans le bas à ce niveau-là, sous forme de fragments comme si c'était une plaque qui s'était cassée en petits morceaux. Donc, d'où le nom avalanche de plaques. Heu, voilà, donc je vais également, vous montrer, un petit film, voilà, que j'ai ici, qui devrait vous montrer un petit peu en quoi ça consiste, hein. Donc, voilà, donc on a un skieur, hein, qui descend donc avec une caméra embarquée, voilà et puis d'un coup, il va déclencher quelque chose et c'est l'ensemble du manteau neigeux qui va se mettre à dévaler la pente, heu, et ça peut être énorme. Je trouve que dans le cas présent, ça a été relativement bien. La personne s'en sort sans trop, de problèmes, mais ça peut en poser plus que ça de problèmes si on est, notamment si on est enseveli. Alors, comment se déclenche une avalanche de plaques? Donc il faut, essentiellement 3 ingrédients. Donc il faut, une couche fragile qui se retrouve enfouie, sous un manteau neigeux, donc je vais revenir là-dessus. Il faut un manteau, de neige, hein, donc qui présente une certaine cohésion au-dessus et puis il faut de la pente. Alors la couche fragile enfouie, donc c'est une couche de neige, qu'on dit sans cohésion, hein, donc qu'on appelle des gobelets ou du givre, hein, donc c'est en gros des grains de riz par exemple, hein, qui vont glisser dans la main et qui vont pas pouvoir faire de boule de neige, qui présente une épaisseur, variable, hein. Elle peut avoir quelques millimètres et être complètement indiscernable à l'œil surtout quand on n'a pas l'habitude et elle peut faire jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. On peut la voir comme un château de cartes en équilibre entre un substrat, hein, donc la neige, la couche de neige qui se trouve en dessous ou le sol, hein, ça peut être aussi juste au-dessus du sol et puis une plaque de neige au-dessus, donc un manteau, au-dessus. Donc il nous faut, au-dessus un manteau, de neige cohésif, hein, c'est-à-dire une couche de neige avec une certaine cohésion, hein, donc il peut être de la neige fraîche, hein, auquel cas on a une cohésion de feutrage, hein, c'est l'imbrication des dendrites des flocons de neige. Donc on peut avoir, une couche de neige poudreuse au-dessus ou bien ça peut être, une cohésion de fritage, hein, quand le vent la transporte et qu'elle se colle en petits grains fins les uns aux autres, hein, comme sur la photo ici. Donc on a une sculpture qui a été provoquée par le vent et donc la neige, sur cette sculpture a une cohésion. Et enfin, il faut de la pente et on va voir qu'il faut une pente supérieure à 30 degrés pour, pouvoir déclencher, en général une avalanche de plaques. Alors, maintenant que nous avons les ingrédients, quelle est la recette pour, déclencher une plaque? Eh bien, supposons que nous ayons une pression, donc une surpression en fait, hein, donc un skieur, un piéton, un raquettiste qui va appuyer sur la couche supérieure du manteau neigeux de manière suffisante pour aller, titiller, je dirais, la couche fragile. La couche fragile donc qui tient qui est en équilibre, hein, donc qui tient un peu de choses, va se retrouver perturbée et va éventuellement s'effondrer un peu comme un château de cartes. Elle va s'effondrer et cet effondrement va se propager sur la surface alentour. Donc c'est le bruit de «ouf» que parfois on peut entendre, heu, quand on quand on fait un pas de trop. Donc cet effondrement se propage et s'il se propage suffisamment et qu'il est qu'il y a de la pente, eh bien on peut, avoir une fissure, hein, donc qui va casser le manteau supérieur. Et éventuellement, cette fissure va s'agrandir et libérer la plaque s'il y a suffisamment de pente. Donc graphiquement, donc avec un petit schéma, ça ressemble à ça. Donc on a de la pente, voilà. On a un substrat qui peut être le sol ou qui peut être le manteau de neigeux du dessous. On a une couche fragile que j'ai représentée en rouge ici. Voilà, donc le château de cartes. Et puis on a un manteau neigeux au-dessus, donc une plaque au-dessus en bleu. Donc si on arrive ici avec nos skis à cet endroit-là, donc on appuie sur le manteau neigeux et on peut éventuellement casser, localement la couche fragile, qui se trouve sous nos pieds.
Cette rupture peut éventuellement, se propager tout autour de nous, heu et éventuellement, si on se trouve sur une pente ou si on a une pente au-dessus de nous, elle va éventuellement remonter la pente. À ce moment-là, toute cette partie du manteau neigeux supérieur n'est plus du tout retenue par quoi que ce soit et donc il y a une tension, accrue qui se trouve à cet endroit-là avec le reste du manteau, au-dessus. Et bien, si la tension est suffisante, il peut y avoir une rupture, auquel cas, tout le manteau supérieur n'est plus retenu par rien et va glisser sous l'effet de la pesanteur. C'est l'avalanche de plaques. Voilà, donc quelques faits là-dessus, hein, sur ces avalanches de plaques, hein, déjà, ce n'est pas le poids du skieur qui va déclencher quoi que ce soit, hein, puisque un skieur, c'est en gros, 70 kilogrammes, hein, ou peut-être 90 kilogrammes avec le sac à dos. Et une plaque, aussi petite soit-elle, c'est quelques dizaines de tonnes ou quelques tonnes ou jusqu'à quelques dizaines de tonnes. Donc ça, c'est le poids total de la neige. En fait, c'est la pression qu'il va exercer, que le skieur va exercer, qui va déclencher éventuellement l'avalanche. Hein, donc la pression, c'est le rapport entre son poids ou sa masse, enfin son poids en l'occurrence, et la surface qu'il exerce, avec laquelle il appuie sur la neige. Donc la surface de ses skis s'il est à ski ou la surface de ses chaussures, de ses semelles de chaussures s'il est à pied. Alors, on montre expérimentalement qu'il faut et numériquement, enfin en faisant des expériences, des simulations, heu, on montre qu'il faut au moins 100 à 1000 pascal. Le pascal, c'est une unité de mesure de la pression pour déstabiliser une couche fragile. Donc là, on s'aperçoit tout de suite qu'un cri humain, qui est de l'ordre de 2 pascal, n'a aucune chance de déclencher une avalanche. Donc quand un cri humain déclenche une avalanche dans un film, bah, c'est physiquement pas possible. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que quand on regarde la pression qu'exerce un skieur à pied, c'est environ 30 000 pascal, et celui d'un skieur à pied, avec ses skis chaussés, c'est environ 10 fois moins, hein, donc environ 4 000 pascal. Donc on s'aperçoit qu'il vaut mieux être à ski qu'à pied pour avoir moins de chances de déclencher une avalanche. L'effondrement de la couche fragile se propage à environ 20 mètres par seconde, donc ça, c'est des expériences sur le terrain qui ont montré ça. Voilà. Alors quelque chose qui est très important, c'est que l'effondrement de la couche fragile peut se propager très, très loin, donc jusqu'à plusieurs centaines de mètres, éventuellement plus. Voilà, et donc la pente, donc on s'aperçoit que, quand on fait des statistiques sur les avalanches qui ont été déclenchées par les skieurs, eh bien, on s'aperçoit que, la quasi-totalité des avalanches, de plaques, hein, donc de neige sèche, hein, s'il s'agit c'est pas de la neige humide de type printanière là dont il s'agit, donc il s'agit de neige sèche. La quasi-totalité de ces avalanches est déclenchée, au-dessus d'une pen en au sur une pente au-dessus de 30°. Donc il y en a 1% au moins qui est déclenché entre 25 et 30°. Et enfin, ce qui va être important aussi, c'est que, les 3/4, donc 75%, sont déclenchés au-dessus de 35°. Voilà. Donc je dirais que ce qu'il faut retenir de ces éléments, c'est une avalanche de plaques, se déclenche, rarement, hein, donc c'est un processus physique compliqué. Il faut une succession de circonstances favorables, hein, comme on l'a vu, pour que finalement ça aboutisse à un événement type avalanche. Donc c'est assez rare et c'est aléatoire. L'autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il n'y a pas ou très, très peu d'avalanches de plaques, sur des pentes en dessous de 30°. Donc ça va avoir une importance sur les choix de courses que l'on peut faire. Et enfin, c'est la pression qui déclenche, hein, donc il vaut mieux être à pied, pardon, il vaut mieux être à ski qu'à pied, et il vaut mieux être seul qu'à plusieurs. Donc on parlera de distance de délestage un petit peu plus tard.
Enfin, quelque chose d'important, c'est que l'effondrement de la couche fragile peut se propager très loin, hein, donc on peut avoir des déclenchements à distance et le corollaire de ça, c'est qu'il faut faire attention aux pentes raides qui se trouvent au-dessus. Donc voici, une photo dans le vallon de l'Infernet, hein, qui se trouve un peu en dessous, côté Ubaye en dessous du col de Vars, donc qui a été faite par photo prise par, Georges Tsao, hein, lors d'une sortie du GUMS. Donc le groupe de skieurs que vous voyez ici à la descente, lors de la montée, donc à l'arrivée de ce vallon, sur le plat ici, donc il se trouvait sur le replin qui se trouve par ici, a déclenché, l'ensemble de ces pentes ici, donc sur, un ensemble de 3 grosses avalanches qui heureusement, n'ont pas atteint le groupe. Voilà, mais quand on mesure sur la carte, on s'aperçoit qu'il y a près d'1 kilomètre entre la position du groupe et le point de déclenchement le plus éloigné. Donc ce qui veut dire que, l'étendue des couches fragiles peut être, assez conséquente. Mais dans l'état actuel des connaissances, il est absolument impossible, de savoir quelle est, l'extension exacte d'une couche fragile, si tant est que l'on sache qu'on en ait une sous les skis. Donc on peut éventuellement faire un trou, à l'endroit où l'on se trouve, et puis essayer de détecter une couche fragile qui n'est pas toujours facilement détectable. Mais, même si on en voit une, et bien on n'est absolument pas sûr, que quelques mètres plus loin, elle sera toujours là et ce sera la même. Néanmoins, donc la progression dans les connaissances, progrès la compréhension du phénomène progresse et alors, je voulais vous montrer un petit film, hein, donc qui a été, donc c'est une simulation qui a été faite il y a très peu de temps par des nivologues, hein, donc des physiciens qui, cherchent à comprendre le mécanisme, de déclenchement et de propagation des avalanches de plaques et donc vous allez voir, alors si je retrouve ma souris. Voilà, donc je vais, vous passer les détails, mathématiques sordides du début pour arriver directement ici. Et voilà, donc là, vous allez voir, une avalanche de plaques, qui se enfin voilà, qui glisse et cette avalanche de plaques n'est pas du tout un film réel, il s'agit d'une simulation sur ordinateur. Donc quand on arrive à commencer à simuler ça sur, un ordinateur, eh bien, ça veut dire qu'on commence à comprendre un certain nombre de choses dans la physique et la dynamique de ce type de choses. Voilà. Alors, maintenant quelques mots sur les facteurs humains. Alors, on s'aperçoit que, un accident d'avalanche ou un incident, hein, une avalanche, ne se termine pas toujours tragiquement. Et bien, c'est le résultat donc de l'évolution d'un skieur, d'un raquettiste sur un matériau qui se trouve être très complexe, on l'a vu, d'accord? Donc la neige est quelque chose de très, très complexe à étudier, à appréhender et c'est le résultat d'une décision donc qui est forcément humaine, qui a été prise à un moment donné, à savoir quelque chose comme, bah, on y va dans cette pente et par cet itinéraire. S'il y a eu incident ou accident, c'est que, la décision elle a été erronée, c'est qu'on a fait une analyse du risque qui s'est trouvée faussée. Alors c'est pas toujours le cas, hein, il y a une certaine fatalité, mais dans la majorité du cas, c'est, effectivement ça qui se passe. Alors, de fait, on s'aperçoit que, les 3 quarts des accidents d'avalanche se produisent alors qu'il y avait des indicateurs de danger. Et qu'ils peuvent impliquer, soit des pratiquants expérimentés, donc qui n'ont pas l'habitude de la montagne hivernale, mais aussi, et ça c'est plus surprenant, des pratiquants expérimentés qui, de fait, ont, oblitéré, un certain nombre de signaux d'alerte. Alors les spécialistes des avalanches, comme Ian McCammon, hein, qui est un nivologue, américain,
se sont penchés sur cette question, hein. Donc qu'est-ce qui faisait que, des experts ou des gens qui ont l'habitude d'être sur le terrain dans la montagne hivernale se faisaient prendre, par des avalanches? Et ils ont conclu que, notre inconscient nous piégeait, assez facilement et de fait notre analyse du risque et notre prise de décision peut être, oblitérée par différents facteurs, donc ils ont classé de cette manière-là. Donc il y a différents classements, donc en voici une. Donc que ça peut être l'habitude, donc la routine, hein, si on fait plusieurs fois la même course dans les mêmes conditions, et bien, voilà, donc on peut, finalement, arriver à se faire prendre quand même au bout d'un certain nombre de fois. Et ça peut être expliqué par le fait qu'une avalanche de plaques, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à déclencher, comme on l'a vu. On peut passer dans une pente, dans une même pente, des dizaines de fois, dans les mêmes conditions, sans jamais rien déclencher, donc prendre de l'assurance. Et puis c'est, la énième fois, dans les mêmes conditions, sur la même pente, qui va, déclencher, aboutir à l'accident. Ça peut être l'obstination, donc on veut absolument faire le sommet quelles que soient les conditions, parce qu'on est loin, parce on a payé cher le voyage et cetera, donc on tient absolument à aller jusqu'au sommet. Ça peut être le désir de séduction, hein, en fonction de la composition du groupe. Ça peut être, l'aura de l'expert, donc quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme de chef de course et qui veut se la péter. Ça peut être la sensation de rareté, hein, donc si ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en montagne, que là, il y a une occasion qui se présente et cetera. Voilà, il va falloir faire attention en ces périodes de covid, hein. Donc on peut avoir les crocs, dès que l'occasion va se présenter d'aller en montagne. Et donc il va falloir vraiment prendre conscience de notre vulnérabilité à ce moment-là. Voilà, donc et puis également le positionnement social peut, être source de biais, cognitifs, au moment de la gestion du risque. Alors ce même, Ian McCammon, disait très justement qu'il semble probable qu'une formation aux facteurs humains doit faire plus que fournir une liste interminable de pièges heuristiques. Donc un piège heuristique, c'est quand notre raison nous dit un truc et que notre inconscient nous dit, exactement l'inverse. Et en général, dans ce cas-là, c'est l'inconscient qui gagne dans le jeu de la décision. Alors, donc cette formation, au lieu de donner une liste interminable de facteurs humains, elle doit donner des outils simples et viables pour reconnaître et diminuer donc ces pièges heuristiques, donc essayer de contourner notre inconscient les erreurs de décision que l'on peut faire en terrain d'avalanche. Et donc, voici le cœur du sujet: comment gérer ce risque et comment, essayer de court-circuiter notre inconscient pour, gérer le risque de manière, plus objective. Alors si on avait, un moyen de détecter, l'étendue d'une couche fragile, sous nos skis, et puis, un genre de scanner de couches fragiles ou un détecteur de couches fragiles qui nous dirait: «Attention là mon gars, si tu fais un pas de plus, tu vas faire s'effondrer la couche fragile qui se trouve sous tes skis, et puis cette couche fragile, elle s'étend sur, 200 carrés devant toi et autour de toi, et donc là, si j'étais toi, j'irais pas». Malheureusement, ça, dans l'état actuel des connaissances, ça reste de la science-fiction, donc je ne dis pas qu'un jour ça n'existera pas, hein, au contraire, hein, ça peut très bien, exister dans les années qui viennent ou dans les décennies qui viennent. Toujours est-il que dans l'état actuel des connaissances, la survenue d'une avalanche, telle qu'elle est déclenchée par le skieur, est un phénomène que l'on doit considérer comme aléatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas prédire quand est-ce qu'on va déclencher une avalanche. De ce fait, les outils que l'on va devoir utiliser pour gérer le risque sont nécessairement statistiques et ils ne vont donner aucune certitude. Mais ils vont quand même être intéressants pour réduire, heu, le nombre d'accidents. Sinon, ça sert à rien. Voilà, donc l'idée, c'est de court-circuiter les décisions absurdes qui mènent à un tel accident. Et pour cela, on va d'abord avoir une checklist, pour ne rien oublier, hein, dans les différentes, décisions à prendre, enfin, en tout cas
différentes choses à faire à différentes étapes de la course. Et cette checklist va inclure une méthode simple et facile à appliquer, donc basée sur un grand nombre d'études, enfin sur un grand nombre d'accidents, hein, sur un grand une grande statistique d'accidents, entre autres. Et cette méthode va être basée sur deux données simples qui sont le bulletin d'estimation du risque d'avalanche et la pente. Alors tout d'abord la checklist. Donc la checklist, on l'appelle la grille 3-3 ou la méthode 3 par 3. Donc il s'agit d'un tableau ou d'une matrice de 3 colonnes et de 3 lignes. Donc les lignes, représentent, différents états, de la course, hein. Donc on va se baser au niveau des conditions, nivologiques et météorologiques. Le deuxième état de la course, ça va être le terrain, donc la carte, l'inclinaison du terrain, et cetera. Et enfin, le troisième état de la course, ça va être le groupe avec lequel on est, donc l'état d'esprit du groupe, la taille du groupe, son expérience, est-ce que ce sont des débutants ou des experts, et cetera. Donc tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte dans la préparation d'une course. Et enfin, donc ces 3 facteurs, on va les examiner suivant, 3, je dirais 3 loupes. D'une part, enfin 3 espaces temporels, hein, ou 3 espaces sur le terrain aussi. Donc d'une part à la maison ou au refuge, hein, donc ça va être avant la course, ça va être au moment de la préparation. Ça va être ensuite pendant l'approche, hein, quand on arrive sur le terrain, donc on commence à appréhender les conditions. Et enfin, ça va être au moment d'un passage clé ou d'un passage un peu plus compliqué, une pente un peu plus raide, et cetera, donc ou un changement dans la course, donc au moment d'un passage clé. Alors, dans la suite, je vais pas, passer en revue, l'ensemble de ces 9 cases, donc voilà, donc vous pouvez, le faire. Je vous parlerai d'un ouvrage à la fin qui fait ça très bien. Je vais, juste m'appesantir sur certaines cases et dans ces cases-là, sur certains points, particuliers, pour vous donner les, ingrédients indispensables, pour gérer une course de bout en bout, depuis la préparation jusqu'à la décision dans la pente. Alors, donc on va parler de bulletin d'estimation du degré de danger ou du risque d'avalanche, hein, et pour cela, on a besoin, de savoir ce que c'est ce degré de danger. Alors pour ça, on a une échelle européenne du danger d'avalanche, donc qui est commune à l'ensemble des pays, européens, et qui classe, le danger d'avalanche sur 5 niveaux, depuis un danger faible jusqu'à un danger 5, qui est, appelé très fort. Donc ces 5 niveaux sont: 1 faible, 2 limité, 3 marqué, 4 fort, 5 très fort. Alors, vous avez remarqué que j'ai parlé de danger et pas de risque, hein, alors que dans la grille, il est noté niveau de risque. Alors, le danger, c'est la possibilité d'avoir un dommage, et le risque, c'est l'exposition à un danger. Donc, le danger, en fait, il existe que je sois sur le terrain ou pas, hein, donc, il y a un danger d'avalanche à un endroit donné, même si je suis chez moi, mais dans ce cas-là, je ne risque pas grand-chose. En revanche, si je vais, sur ce terrain-là, où est présent ce danger, je vais m'exposer à ce danger d'avalanche et je vais prendre un risque. Donc, comme, la notion de risque dépend de la notion d'exposition, il vaut mieux parler de danger. Voilà, donc c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais parler de degré de danger. Alors, cette échelle, elle est faite, comme, donc disons que le degré de danger, va se présenter sous la forme d'une instabilité du manteau neigeux qui va croître depuis le degré de danger 1, faible, jusqu'au degré de danger 5, très fort. Voilà, donc je reviens un petit peu sur, 2, niveaux, dans cette grille. Donc le niveau 5, en fait, c'est une instabilité, généralisée du manteau neigeux.
Ça se passe assez rarement, hein, 1 fois par an au grand maximum, voire moins, que en France en tout cas, que Météo France, met ce degré de danger. Et dans ce cas-là, on reste à la maison puisque, on a des risques d'avalanches, très grosses, spontanées, qui peuvent atteindre, les infrastructures, routières, de transport ou voire des villages et des maisons. Donc il est absolument pas question d'aller s'exposer, en ski de randonnée ou en raquette, en montagne, par degré de danger 5. L'autre, niveau, de degré de danger sur lequel je voudrais revenir, c'est le niveau 3, ici, donc le niveau marqué, donc qui, dont la caractéristique est une instabilité, donc marquée, et parfois sur de nombreuses pentes. Voilà, donc je voudrais revenir là-dessus parce que le degré de danger 3, malgré sa position dans la grille, qui est une position médiane, il ne s'agit pas du tout d'un degré, moyen. En fait, il faut voir que le danger effectif, progresse de manière exponentielle par rapport au degré de danger. Donc vous avez ici une illustration, donc le degré de danger ici, 1, 2, 3 et 4, hein, qui concerne, les skieurs de randonnée, et vous avez le danger effectif auquel on s'expose, éventuellement, qui, progresse de manière exponentielle par rapport à ce degré de danger. Donc la croissance exponentielle, maintenant avec l'épidémie de coronavirus, on sait à quoi ça ressemble, une croissance exponentielle. Donc voilà, voilà. Donc il faut faire attention parce que le degré de danger 3 qui se retrouve ici, eh bien le danger effectif correspondant recouvre une large plage, et donc il se retrouve être de fait, très fréquemment, en hiver, hein. Donc c'est à peu près la moitié des bulletins en France qui se trouvent être, en, degré de danger 3. Voilà, donc il faut faire très attention à ce degré de danger 3. Alors enfin donc, on a, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Voilà, donc ça c'est, le bulletin qui est, fourni par Météo France, tous les jours en période hivernale. Donc il est fourni de mi-décembre jusqu'à fin avril. Donc il est, il est, donc il peut ne pas paraître, avant mi-décembre, donc au moment des premières chutes de neige, hein, qui peuvent apparaître début novembre, et au-delà de fin avril, alors que le ski continue. Donc en fait, il existe sur cette période-là puisque, il prend en compte les données qui sont remontées par les pisteurs secouristes dans les stations de ski, et donc, il est présent, seulement, sur la plage d'ouverture des stations de ski. Donc en général, il est publié vers 16 heures sur le site de Météo France, donc à cette adresse-là, mais on va y aller tout de suite. Et c'est une prévision pour le lendemain. Voilà, donc Météo France l'appelle bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Les Suisses l'appellent bulletin d'estimation du degré de danger d'avalanche, hein, donc en parlant du danger et non du risque. Voilà, donc moi je parlerai du danger. Donc voilà. Alors oui, je vais, arrêter le partage d'écran ici. Voilà, et je vais partager mon navigateur internet. Donc on est ici sur le site de Météo France là, donc je vais vous montrer où est-ce qu'on trouve le bulletin d'estimation du degré de danger, le BERA. Donc on est sur le site de Météo France, donc il suffit d'aller sur Météo montagne, ici. Voilà, donc ici on a une carte avec les massifs montagneux sur lequel existe alors pas toujours, mais donc les massifs montagneux, donc par exemple dans le massif central, il n'y a pas de bulletin d'avalanche, donc tous les massifs n'ont pas de bulletin d'avalanche. Donc en tout cas les Alpes, en ont, et les Pyrénées aussi. Donc on va aller dans les Alpes du Sud, voilà, et puis là donc on a différents onglets. On va aller dans risque d'avalanche. Voilà, donc il y a plein d'autres informations qui sont intéressantes, hein, pour préparer une course. Donc on va aller dans risque d'avalanche et puis on va aller, voir ce qui se passe dans l'Embrunais.
Donc, bulletin d'avalanche, d'estimation du risque d'avalanche, BERA, dans, l'Embruné, donc qui a été rédigé aujourd'hui, le mercredi 23 décembre à 16 heures, et donc qui estime le degré de danger d'avalanche, pour demain, jeudi, jusqu'au soir. Donc il y a, le pictogramme correspondant à l'échelle européenne avec le degré de danger chiffré, 3 ici, donc marqué. Donc après, il y a plus de précision, donc on s'aperçoit ici que le degré de danger 3, il est au-dessus de 2 300 mètres. Voilà, donc il est essentiellement sur le secteur, le vaste secteur nord, et puis il est moindre, donc c'est pas un degré de 2 au sud, disons que c'est un degré de danger moindre, mais qui n'est pas chiffré dans la partie grise ici. En tout cas, il est bien de 3 dans la partie nord. Donc on a quelques informations ensuite, sur le bulletin, dans la partie, texte du bulletin, et puis dans le cartouche ici, sur, la nature du danger, hein, donc ou la nature du risque en tout cas, avec les déclenchements, les déclenchements spontanés et déclenchements SCIOR. Donc on a sur la nature des avalanches possibles, hein, éventuellement des informations sur les couches fragiles, et cetera. Heu, Ensuite, chose intéressante, on a des aperçus météorologiques, hein, sur ce bulletin. Donc on a les quantités de neige fraîche, récentes ou à venir ou prévues en tout cas. Donc on voit que demain, alors on voit que, il y a eu de la pluie, aujourd'hui. Donc le manteau, enfin, voilà, va être un petit peu humidifié, et donc ça peut être problématique en fonction de ce que j'ai prévu pour demain. Donc on a un aperçu météo aussi pour la journée de demain avec, à la limite pluie-neige, l'isotherme 0°, la direction du vent et sa vitesse à 3 000 mètres d'altitude. Enfin, on a les épaisseurs de neige, sur les 2 versants, à Lubac ici et à Ladré, pour différentes altitudes, ce qui me permettra de voir si c'est skiable ou pas. La qualité de la neige aussi, pareil, hein, pour la skiabilité, ça peut être intéressant. Et puis enfin, on a des choses intéressantes, hein. D'une part, les tendances ultérieures du risque, hein, pour voir si, il y a des épisodes qui vont modifier, des épisodes météorologiques, hein, qui vont modifier le risque, dans les jours qui viennent. Et enfin, on a l'historique, un historique météorologique, hein, donc avec la température, l'historique de la température. On a, l'historique du temps, l'historique du vent aussi, l'historique des chutes de neige, l'historique du degré de danger, et cetera, et puis l'épaisseur du manteau neigeux. Donc toutes ces choses sont des choses qui sont très intéressantes pour préparer une course, en montagne. Voilà, donc je vais, revenir sur ma présentation. Voilà, et l'autre chose qu'il est important de bien avoir à l'esprit, c'est que le bulletin, d'estimation du risque d'avalanche ou du degré de danger d'avalanche est fait à l'échelle d'un massif. Donc les départements français sont découpés en différents massifs. Donc on a vu ici le massif de l'Embrunet par Paillon. Vous avez ici le massif de la Maurienne, par exemple. Heu et un massif, c'est relativement vaste. Donc il faut bien avoir conscience de ça, ce qui veut dire que quand on va se retrouver à un départ de course dans une vallée, ou qu'on va être dans un vallon, sur un sommet, et cetera, donc sur une toute petite partie du massif en question, eh bien le risque d'avalanche, le degré de danger d'avalanche peut être différent de celui qui a été estimé dans le bulletin. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Voilà, donc si je reviens à ma grille 3-3, donc et si j'arrive sur la deuxième case, hein, de ma grille, hem, donc cette case me parle de cartes et de topo. Donc je suis à la maison, je regarde le terrain et je vais préparer ma course, en regardant les cartes et en regardant les topos. Donc les cartes, bah, en général, ce sont les cartes, IGN, hein, pour la France en tout cas. Et un outil, qui va être de grande utilité, donc qui existe depuis 2016 sur le géoportail, ce sont les cartes de pente. Heu, voilà, donc on va aller voir à cette adresse-là.
Hop, donc je reprends mon browser, je partage l'écran. Voilà, donc je quitte Météo France, je vais sur le géoportail. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans les Alpes du Sud, à Châteauroux-les-Alpes. Et voilà, donc j'arrive ici, Châteauroux-les-Alpes, et donc j'aimerais bien aller sur la tête de Clotinaille demain. Voilà. Alors donc, pour aller chercher les cartes de pente dans le géoportail, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, on peut aller dans l'onglet Cartes ici, en haut à gauche. Donc là, vous avez au passage les fonds de cartes, hein, avec les cartes hygiène classiques ici. Ah, je crois que je l'ai enlevé au passage. Hop, on va la remettre. Hop, voilà. Et ensuite, on va aller dans les dossiers, les données thématiques, pardon. Et alors là, il faut le savoir, mais les cartes de pente se trouvent être dans l'onglet développement durable énergie. Donc si je clique là-dessus, j'ai un onglet risque. Et là, j'ai carte des pentes. Et là, voilà. Hop, j'enlève ce truc-là. Et donc là, j'ai, en plus de ma carte hygiène, j'ai la carte des pentes, hein, donc qui va être une surcouche, sur laquelle je peux agir avec, la petite roue molette ici. Donc, je peux éventuellement diminuer son intensité ou l'augmenter. Voilà, donc typiquement autour de 50, c'est pas mal. Comme ça, on voit à la fois la carte et les courbes de niveau et les pentes. Donc ces pentes, en fait, ce sont des couleurs qui vont indiquer toutes les pentes qui sont supérieures à 30°. Donc supérieures à 30° en jaune, supérieures à 35° en orange, supérieures à 40° en rouge, supérieures à 45° en violet. Voilà. Et donc, compte tenu du fait que 30°, ça devient une pente qui est importante pour préparer une course de ski de randonnée, hein, puisque c'est le seuil de déclenchement des avalanches de plaques, eh bien, cette colorisation des cartes va te m'être d'une grande utilité pour préparer ma course. Alors, revenons à la présentation. Voilà. Donc, vous avez ces cartes de pente donc, sur le géoportail, comme on vient de le voir. Et vous avez ces cartes de pente aussi qui sont disponibles sur des applications smartphone, donc comme Iphigénie par exemple. Donc ça c'est très utile parce que vous pouvez les emmener avec vous sur le terrain. Donc il suffit de télécharger les morceaux de cartes auparavant chez vous avant d'être sur le terrain. Et après, même sans réseau ou sans flux de données, simplement, avec la position GPS, eh bien, vous pouvez vous situer sur la carte, en ayant les cartes de pente en même temps. Donc ça peut être, relativement utile, même sur le terrain. Voilà, donc si je passe ensuite, à la dernière case de ma première ligne, hein, sur la méthode 3-3, donc je passe sur la composition du groupe, hein, sa taille, son expérience, et cetera, et j'arrive sur le choix d'une méthode de réduction. Donc la méthode de réduction du risque d'avalanche, il en existe de plusieurs sortes, mais à mon sens, il n'y en a qu'une qui soit, utile, c'est, celle que je vais vous présenter. Pourquoi celle-ci? Eh bien, parce qu'on peut voir assez simplement, que cette méthode peut réduire le nombre, d'accidents graves d'avalanche. Ici, vous avez sur ce graphique, représenté l'inclinaison de la pente, ici, en ordonnée, et puis le danger effectif, ici, en abscisse. Donc vous avez le degré de danger qui est représenté ici, 1, 2, 3 et 4, avec une taille des cases qui augmente exponentiellement. Donc cet axe représente le danger effectif. Et donc
on s'aperçoit que, alors voilà, donc les 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 auteurs du livre Avalanche, Philippe Descamps et Olivier Mauret, ont répertorié, environ, 70 accidents d'avalanche ayant causé au moins 2 décès entre 2002 et 2019, voire un décès en 2018, sur ce diagramme. Et donc il s'agit de tous ces chiffres ici. Et donc on s'aperçoit qu'ils sont tous ou quasiment tous dans la partie, haute, donc c'est-à-dire à pente importante et degré de danger important. Donc dans la partie, dans cette partie-là qui a été colorisée en rouge. Donc compte tenu de ça, on peut tracer on peut tracer des lignes, donc que ce soit la ligne pointillée ici, voilà, ou la ligne en trait plein ici, qui vont nous permettre d'éviter cette zone où se concentrent, les accidents d'avalanche. Et donc c'est ça, une méthode de réduction, hein, c'est on va renoncer à certaines parties du terrain en fonction du degré de danger et en fonction de la pente, pour limiter, notre exposition au danger. Et donc ça donne ça. Donc on obtient 2 méthodes de réduction, la méthode de réduction élémentaire, donc qui va suivre ces pointillés ici, et puis la méthode de réduction, pour débutants qui va suivre le trait plein ici. Simplement parce que donc dans la partie colorisée en rouge, le risque est élevé. Voilà, donc ici, la course qu'on avait prévue se retrouve ici, donc par, degré de danger élevé et puis par pente élevée. Eh bien, il va falloir, envisager de changer d'itinéraire et d'aller dans un endroit qui est moins dangereux. Dans la partie orange, le risque est accru, donc il s'agit de rester, vigilant. Et enfin, dans la partie verte, le risque est relativement réduit. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc si je traduis, ces, 2, courbes en trait plein, d'abord, ça donne la méthode de réduction pour débutants. Hein, donc, qui se traduit de la manière suivante: par degré de danger 1, donc par danger faible, on reste sous des pentes qui sont inférieures à 40°, avec un degré 2, donc limité, on reste sous des pentes à 35°, avec un danger 3 marqué, on reste sous des pentes à 30°, et par danger 4, on renonce à sortir. Donc cette méthode de réduction, c'est une méthode assez conservatrice, d'accord, qui va, être, faite en particulier pour les débutants, ceux qui ont peu d'expérience de la montagne hivernale, les skieurs avec peu d'expérience ou bien même les groupes avec des débutants, hein, donc des skieurs qui ont, des difficultés à skier à la descente par exemple ou, qui sont un peu plus lents et cetera, donc qui ont, enfin qui apprennent en tout cas les manipulations pour faire du ski de randonnée. Voilà, donc cette méthode est assez conservatrice et elle permet d'augmenter la marge de sécurité. Une deuxième méthode qui permet, d'augmenter le nombre de pentes sur lesquelles on va pouvoir aller, donc c'est la méthode de réduction élémentaire. Donc dans cette méthode, par degré de danger faible, on y va avec précaution. Par degré de danger limité 2, on se limite à des pentes en dessous de 40°. Par degré de danger marqué, on se limite à des pentes sous 35°, donc 3. Sous 35°. Par degré de danger fort, on se limite à des pentes qui sont inférieures à 30°. Évidemment, par degré de danger 5, on ne sort pas. Voilà, donc ça, c'est fait pour les skieurs expérimentés. Donc pour les degrés de danger 3 et 4, il faut aussi faire attention, donc non seulement aux pentes qui sont sous nos pieds, enfin, là où on se trouve, mais également sur les pentes qui se trouvent au-dessus de nous, puisqu'il y a, des risques de déclenchement à distance. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que, dans le cas de cette méthode de réduction élémentaire, on se limite, par exemple, par degré de danger 2 aux pentes qui sont inférieures à 40°. Donc sur cette photo et sur cet extrait de carte, donc on a une course, voilà, qui est dessinée ici, donc qui se trouve ici sur la carte et on a représenté
on a représenté, les pentes qui sont supérieures à 40°, donc les pentes qu'il va falloir éviter. Donc ce sont toutes les parties rouges ici. Voilà, donc on voit que la course est faisable, hein, on peut éviter les pentes les plus raides et puis, faire cette course. Quand on arrive par degré de danger 3, donc la même course, donc cette fois-ci, on doit éviter les pentes qui sont supérieures à 35°. Donc on a représenté en orange les pentes qui sont supérieures à 35° ici sur cette photo et donc la course est toujours faisable, mais il va falloir être vigilant et il va falloir faire attention de ne pas passer au pied de pentes qui sont orangées puisque on peut les déclencher éventuellement à distance en étant, en dessous. Et enfin, par degré de danger 4, on a représenté ici en jaune toutes les pentes qui sont supérieures à 30°. Voilà. Et donc là, dans ce cas, la course envisagée n'est pas faisable, hein, puisqu'on traverse une grande région de pentes à plus de 30°. Et on traverse aussi, enfin, on passe sous des pentes qui sont très vastes et qui font plus de 30°. Voilà, donc voilà. Alors juste un petit mot, en fait, ces méthodes de réduction ont été revues par Philippe Descamps et Olivier Mauret, dans leur livre, Avalanche, que je présenterai à la fin. Mais elles ont été mises en place, par Werner Munter, qui est un guide et un nivologue suisse dans les années 1995. Donc il a publié ça dans un livre qui a été traduit, en français et qui est arrivé en France en 2005. Donc voilà, c'est le précurseur en fait d'un changement de paradigme, hein, sur la gestion du risque d'avalanche, pour, les sports de montagne hivernaux. Alors si je reviens à ma grille, 3 par 3, donc cette fois-ci on passe sur la ligne suivante, donc on se retrouve sur place, on est pendant l'approche, donc en montagne et on est sur le terrain. Et donc on va s'intéresser à quelques, observables, sur le terrain pour éventuellement affiner le degré de danger, sur place, puisque je vous rappelle que celui qui est donné, par Météo France est donné à l'échelle d'un massif et que donc très localement, là où on se trouve, il peut varier en plus ou en moins d'ailleurs. Alors quelques observables, auxquels il faut, faire particulièrement attention. D'une part, il s'agit de la quantité critique de neige fraîche. Alors s'il a neigé dans les, 1 à 3 jours qui précèdent, la course, que j'envisage, il faut, faire attention à la quantité, qu'il est tombé et selon quelles selon dans quelles conditions, elle est tombée. Donc, on voit qu'il y a 3 niveaux, à prendre en compte, hein, entre 10 et 20 centimètres si de neige fraîche, hein, donc par conditions défavorables. Donc les conditions défavorables, ce sont, donc si la neige tombe par vent fort, hein, au moins de 50 km/h et par basse température, donc à moins de -8°C. Ensuite, l'autre épaisseur de neige fraîche, c'est 20 à 30 centimètres par condition moyenne, hein. Donc les conditions moyennes, c'est soit par vent fort et puis par température proche de 0°, donc relativement douce, soit par basse température et par vent faible. Donc c'est l'un ou l'autre. Et enfin, donc si, les conditions, de vent et de température sont, favorables, donc vent faible et température proche de 0°, eh bien, on peut aller jusqu'à 30 à 60, centimètres d'épaisseur pour une quantité critique de neige fraîche. Si, cette quantité critique de neige fraîche, est atteinte, si l'une de ces 3 grandeurs est atteinte, eh bien, on estime que, on est en degré de danger, au moins de 3, donc au moins marqué. Et enfin donc, on peut, observer un certain nombre de signaux d'alarme, hein, qui sont relativement faciles à observer. Donc d'une part, il y a le bruit caractéristique de «wouf», hein, donc qui est, quand on appuie sur le manteau neigeux, que la couche fragile s'effondre et se propage autour de nous. Donc on a une espèce de «wouf», qui se fait, entendre. Donc si on entend ça ou si des fissures apparaissent, dans le manteau, au fil de la progression, eh bien donc c'est que la couche fragile, a été, cassée
et donc que le manteau s'affaisse un petit peu. Donc ça, c'est un signal d'alarme à, prendre très au sérieux. Donc il est typique, donc il arrive très rarement en degré, limité, hein, en degré de danger limité. Il est typique en degré, de danger marqué et il est fréquent en degré de danger fort. Si, il y a des avalanches récentes qui sont déclenchées par un skieur, eh bien là, c'est la même chose. Donc c'est un signal qui est typique du degré 3 et fréquent en degré 4. Et enfin, si l'on constate qu'il y a des avalanches spontanées ou qui sont déclenchées à distance, eh bien, on est typiquement dans un degré de danger fort. Enfin, donc il y a des scénarios qui sont spécifiquement accidentogènes et qu'il convient d'éviter, absolument. Donc, il y en a un qu'on appelle les 3 anges de la mort, hein, puisque c'est la combinaison du degré de danger 3 d'une pente raide, c'est-à-dire supérieure à 40 degrés, et d'un versant nord, donc un versant froid. Pente raide, versant froid et degré de danger marqué, ça, cette combinaison est à éviter absolument. Le degré de danger 4 et les pentes à plus de 30 degrés sont à éviter, également, donc source de nombreux accidents, mortels. Et enfin, l'autre scénario à éviter est, un degré de danger 3 par temps de brouillard, hein, puisque dans ce cas-là, on n'a plus de notion du terrain et donc l'analyse que l'on peut faire du terrain peut être erronée et dans ce cas-là, on peut aller se mettre dans quelque chose, qu'il aurait fallu éviter. Si je continue sur la grille 3-3, donc ça va être la dernière case que l'on va, explorer. Donc on est dans la pente, on est sur le terrain, on est au moment d'un passage clé, donc une pente un petit peu plus raide, un passage un peu plus exposé et cetera et donc les signaux précédents, hein, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant est à considérer, donc les signaux d'alarme, la quantité de neige fraîche et cetera et donc en plus, on a des outils à notre disposition pour estimer la pente sur laquelle on se trouve, hein, puisque ça va être déterminant pour la méthode de réduction, hein, voilà, donc on peut, estimer, la pente, avec les bâtons de ski, voilà et vous voyez que, si on prend un bâton de ski, qu'on fait l'empreinte dans la neige, hein, dans la pente au-dessus de nous, par exemple, hein, juste au-dessus de nous, on fait l'empreinte du bâton, dans la neige, on relève le bâton, on s'en sert comme d'un pendule, donc on le prend entre 2 doigts et on le fait penduler verticalement jusqu'à l'extrémité de l'empreinte ici. On plante le deuxième bâton qu'on a à notre disposition sur l'autre extrémité de l'empreinte ici et donc là, on a un triangle équilatéral dans ce cas-là et si la pente fait 30 degrés, eh bien, le bout du bâton qui pendule vertical ici va arriver pile poil sur l'extrémité de l'empreinte du bâton dans la neige. Si la pente fait plus de 30 degrés, le bâton, l'extrémité du bâton va arriver un petit peu en dessous, de l'empreinte et si la pente fait moins de 30 degrés, l'extrémité du bâton va arriver un petit peu au-dessus. Voilà, donc ça, c'est une méthode, relativement simple à faire pour estimer, grosso modo, hein, ça ne va pas donner des fractions de degrés, mais grosso modo, la pente sur laquelle on se trouve. Si vous êtes un peu plus moderne, enfin, c'est complémentaire d'ailleurs, hein, donc vous pouvez utiliser des applications sur votre smartphone, hein, par exemple, une application qui s'appelle Clinomètre, hein, donc il y en a une kyrielle qui font ça, hein, donc vous pouvez choisir. Là, il suffit de mettre le bâton dans la pente, comme ça, et puis de poser donc le smartphone avec sa fonction inclinomètre, sa fonction clinomètre dessus, et ça va vous donner l'inclinaison de la pente. Voilà et ensuite donc on est dans un passage clé, donc si on décide d'y aller, on a fait l'analyse, du risque, on a utilisé la méthode de réduction, on a la et cetera et donc on décide d'y aller. On peut, donc on décide d'y aller mais en faisant attention, hein, parce qu'on est peut-être dans la zone orange du diagramme, hein, donc il va falloir faire attention quand même et donc pour ça, on a 2 choses à notre disposition. D'une part, on va pouvoir prendre un petit peu des distances entre nous, hein, pour, limiter la surpression que l'on va, effectuer sur le manteau neigeux. Donc il s'agit de distances de délestage. Il s'agit de distances de délestage, qui vont
Donc il suffit d'avoir des distances de 10 à 20 mètres entre chacun d'entre nous pour, limiter, les tensions, enfin en tout cas les surpressions dans le manteau neigeux, de trop solliciter le manteau neigeux. Et enfin donc s'il y a des passages, particulièrement exposés, donc pour éviter d'exposer l'ensemble du groupe, à un départ d'avalanche, eh bien, on va prendre des espacements qui peuvent être très grands, hein, donc de plus de 50 mètres, voire 100 mètres ou voire plus aussi. Donc là, l'objectif, c'est, si jamais ça part, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul au plus qui soit, qui soit pris dans l'avalanche. Donc voilà, il s'agit de mettre, la majorité du groupe à l'abri pour éventuellement après pouvoir faire une recherche, avec le DVA. Si l'ensemble du groupe est pris dans l'avalanche, ça va être un petit peu plus compliqué pour faire une recherche. Donc voilà les distances de délestage d'une part pour, délester le manteau neigeux et puis les distances de sécurité pour éviter que tout le groupe soit pris simultanément dans une avalanche, en cas de passage délicat. Voilà, je vais terminer cette présentation par, vous montrer, 2 outils, qui permettent de préparer, les courses et qui utilisent les méthodes de réduction dont je viens de vous parler, qui sont d'une part Yeti. Donc Yeti est disponible sur Camp2Camp à l'adresse, suivante. Donc on va aller faire un tour dessus pour voir comment ça marche exactement. Donc Yeti, c'est un outil qui a été développé, par Jacques Bellin, donc qui est un instructeur et un encadrant, de ski de rando au CAF RSF et puis ses étudiants de l'École nationale des sciences géographiques. Donc cette, application utilise un modèle numérique de terrain, donc c'est en gros une modélisation du terrain montagneux, avec des altitudes, sur un maillage très, très fin. Donc voilà, donc un maillage d'altitude très fin. Cette méthode utilise également le bulletin d'estimation du risque d'avalanche qui est fourni par Météo France et puis il utilise les méthodes de réduction du risque que l'on a vues. Voilà, donc Yeti permet de visualiser sur la carte les secteurs à risque, et il fonctionne pour tous les massifs français. Alors si je vais excusez-moi, j'arrive pas à voir ma souris. Zut. Ah, voilà, je vais y arriver. Alors, on va revenir sur le navigateur internet, voilà. Cette fois-ci, donc je vais sur Camp2Camp, voilà. Donc Camp2Camp, donc Yeti est utilisable soit avec l'URL que je vous ai donné, donc camp2camp/Yeti, ou bien vous pouvez aller dans le topo guide, ici, et donc vous avez un icône Yeti ici directement accessible. Voilà, donc Yeti, va, nous demander des infos qui viennent du BRA, du bulletin, d'estimation du risque d'avalanche. Voilà. Alors donc on va prendre celui qui nous vient qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc de l'Embruné, ici. Voilà. Donc vous voyez que, il y a un risque de marqué au-dessus de 2 300 mètres et puis un risque faible, en dessous. Donc je vais reporter ça dans Yeti. Donc on a des BRA différents en fonction d'une altitude, donc 2 300 mètres. En dessous, on a 1 et au-dessus, on a 3. Voilà. Alors ensuite, on me demande
Alors oui, je vais d'abord aller voir sur la carte, sur l'endroit où je veux aller, donc il faut que je zoome, hein. Yeti va pas pouvoir calculer, le risque sur l'ensemble des Alpes, hein, donc il faut que je zoome un petit peu. Voilà, donc j'étais à Châteauroux et je veux aller faire Clotinailles, donc qui se trouve être, ici. Voilà, tête de Clotinailles. Alors la carte, elle est pas terrible ici, il faut que j'aille ici, cocher sur IGN, voilà. Je peux éventuellement mettre la carte de pente en plus, c'est pas obligatoire, mais je peux. Voilà, et puis donc vous voyez que si je zoome suffisamment, je vais atteindre la couche de la carte IGN, habituelle, voilà. Et puis donc on va voir qu'on a 2 choix, enfin en fait je vais regarder, en fonction des conditions, si je peux aller à la tête de Clotinailles ou bien au Muto Auto, qui se trouve ici. Voilà. Alors donc pour ça, je vais d'abord regarder la méthode de réduction pour débutants. Donc je coche ici la méthode que je veux utiliser et je calcule le risque. Voilà. Donc là, il va me donner toutes les pentes, qui sont à risque compte tenu de la méthode de réduction pour débutants. Donc vous voyez donc, la course commence, alors je vais mettre un écran plus grand ici, voilà. Voilà, donc la course commence, quelque part par là, on monte dans la forêt et cetera. On traverse par ici et puis là, on a le choix, soit on rejoint la croupe et on rejoint la tête de Clotilnaille ici. Alors en général, on ne va pas au sommet parce qu'il y a un petit ressaut ici, mais on s'arrête à la croix ici. Soit, bien j'estime que je peux aller jusqu'à ce sommet-là ici. Alors là, vous voyez qu'avec la méthode de réduction pour débutants, en négociant relativement bien, je vais pouvoir atteindre cette croupe ici, en contournant cette partie un peu raide ici. Et puis sur la croupe, en restant bien sur la croupe, je vais pouvoir atteindre le sommet sans difficulté et sans trop de risques. Par contre, ce deuxième sommet, est inaccessible, hein, donc il y a des pentes, trop raides à traverser. Alors, si je veux me donner un petit peu plus de latitude, donc augmenter le risque que je vais prendre, je vais pouvoir utiliser la méthode de réduction élémentaire et dans ce cas, il va falloir que je coche ici les secteurs qui sont dans le bulletin. Donc je vous rappelle que dans le bulletin, on a ça. Voilà, donc les secteurs qui sont cochés en noir ici, il faut que je les reproduise sur Yeti, donc voici. Et donc Yeti va me donner 2 couleurs, une couleur claire qui va correspondre au secteur en gris clair ici, et puis une secteur en bleu foncé qui va correspondre, ou en violet je crois, qui va correspondre, en bleu foncé, qui va correspondre au secteur que j'ai coché aussi, aux orientations que j'ai cochées. Voilà. Donc on calcule le risque, voilà. Et j'obtiens ça. Donc vous voyez que la surface colorée est beaucoup moins grande qu'avec la méthode de réduction pour débutants. C'est normal, hein, j'ai des pentes, j'ai plus de possibilités au niveau des pentes, donc le risque va être, un petit peu accru, mais j'ai plus de possibilités pour ma sortie. Donc vous voyez que évidemment la tête de Clotinaille est toujours faisable, hein, d'accord? En prenant peut-être même un peu moins de précautions, hein, puisqu'il y a juste quelques zones qui sont en risque, accru ici. Voilà. Alors vous voyez aussi que, si je veux aller faire le Muto à Auto ici, eh bien je vais traverser des zones, violettes, enfin bleu foncé ici. Donc, je vais être dans une partie de risque accru. Non seulement ça, mais je vais aussi me trouver sous des pentes ici, sous des pentes, qui sont risquées, hein. Je vous rappelle qu'on est en risque 3 au-dessus de 2 300 m, hein, donc 2 300 m, ça doit être, voilà, on est à 2 200, donc ça doit être par là ici. Donc, vous voyez que dans ces zones-là, je vais traverser ou me trouver en dessous de zones qui sont, risquées, hein, donc qui sont dans la partie de la rosace risquée, donc c'est le bleu foncé, la partie de la rosace que j'ai cochée. Le bleu clair, c'est la partie de la rosace que je n'ai pas cochée. Et donc, a priori, mon projet pour demain d'aller au Muto Auto doit être, abandonné au profit de la tête de Clotinaille, qui est un projet, plus raisonnable en termes d'analyse de risque.
Heu, donc voilà, donc Yeti est un outil, assez fabuleux, hein, donc qui, met en pratique les méthodes de réduction sur la carte et qui permet, de jouer avec les différents, degrés de danger pour préparer la course. Alors si je reviens sur, ma présentation qui se trouve ici, voilà. Donc ça, c'est Yeti. La 2e, application que je voudrais vous présenter, c'est Ski Tour Guru, donc qui est accessible avec cette URL ici. Donc Ski Tour Guru a été, conçu par Günter Schmudlack, hein, qui est donc un skieur et informaticien, suisse, donc qui, travaille sur ce logiciel depuis plusieurs années et donc ce logiciel consiste en un calcul journalier en chaque point d'itinéraires qui ont été au préalable numérisés, heu donc le calcul du risque d'avalanche en chaque point d'un certain nombre d'itinéraires numérisés et répertoriés. Donc pour cela, il utilise une méthode de réduction quantitative, MRQ, donc qui est en gros une, méthode de réduction élémentaire avec des bases statistiques plus robustes, donc calculées, numériquement, heu et donc avec une plus grande fiabilité. Heu Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite, pardon, je vais vous montrer en quoi consiste Ski Tour Guru. Donc on va aller voir comme tout à l'heure, internet. Voilà et donc cette fois-ci, hop là, on va aller sur Ski Tour Guru ici. Donc l'accueil se présente comme ceci. Donc Ski Tour Guru, fonctionne donc il y a plus d'un millier de courses qui ont été numérisées et répertoriées sur la Suisse. Ça marche sur l'Autriche aussi, donc je ne sais pas combien il y a de courses qui ont été numérisées sur l'Autriche, mais pas mal et c'est en cours de numérisation sur la France, hein, donc vous voyez que c'est en et sur l'Italie aussi. Donc vous voyez que c'est en état de test, mais c'est néanmoins utilisable. Donc si on clique sur la partie française des Alpes, on obtient ça. Voilà, alors donc j'avais déjà, rentré Clotinaille ici, donc on peut rentrer le nom du sommet, donc où on peut zoomer sur la carte, hein, pour se déplacer. Donc on arrive sur, la tête de Clotinaille ici et on va avoir, plusieurs itinéraires. Donc je vais cliquer là. Hop, voilà, donc vous avez si vous cliquez quand vous cliquez sur un itinéraire, donc alors ici il y a plusieurs itinéraires qui ont été numérisés. Alors je ne me souviens plus comment je fais pour me débarrasser de ce truc-là. Oui, voilà. Donc il y a plein de choses à cocher enfin voilà, disons que l'auteur du site n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation. Voilà, donc on va, regarder 2 itinéraires. Donc vous avez un itinéraire de montée ici qui va à la tête de Clotinaille. Vous avez un autre itinéraire de montée qui va au Muto Auto là, ici et puis vous avez l'itinéraire de descente pour ces 2 courses qui passent par ici. Donc vous voyez que, l'itinéraire pour la tête de Clotinaille, il est tout en vert ici, hein, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de passage problématique. Donc quand on regarde ici, donc il y a la description de l'itinéraire, donc vous avez le nom du sommet, le nom du départ, le dénivelé, le temps de montée moyen et cetera. Vous avez différentes informations, vous avez un degré de difficulté, qui est, le degré de difficulté du topo-neige. Et puis donc, vous avez, un risque d'avalanche chiffré ici. Donc le degré d'avalanche chiffré, il se trouve entre 0 et 1, donc il est en vert. S'il était, entre 1 et 2, il serait en orange et s'il était entre 2 et 3, il serait en rouge. Donc en vert, ça veut dire qu'on est dans la partie verte, hein, de la méthode de réduction, donc le risque il est relativement, faible ou limité et donc on peut, s'engager sur cet itinéraire sans trop de problèmes.
Si jamais on voulait aller, sur l'itinéraire, du, Muto Ayuto ici, voilà, donc on voit que le début jusqu'à la chapelle, bah, c'est la même chose, il y a pas de problème. Mais on voit que sur la pente, sous la crête, hein, sur la pente terminale, il y a, une partie des parties en orange ici et une grosse partie en rouge et de fait, le risque d'avalanche sur cet itinéraire est de 2,31. Il est supérieur à 2, donc il est, extrêmement risqué. Il vaut mieux, renoncer à cet itinéraire pour aller sur autre chose. Donc vous avez les ronds ici qui représentent des, donc qui sont indépendants du degré de danger d'avalanche, qui représentent des terrains typiquement, enfin des portions de terrain en tout cas, qui sont typiquement avalancheux. Donc cette portion de l'itinéraire est typiquement avalancheuse là, ici, et de fait, c'est la partie qui se trouve en rouge. Donc il convient d'éviter d'aller s'y frotter. Hem, voilà, donc voilà pour, l'application Ski Tour and Guru. OK, donc je reviens, sur, ma présentation. Voilà, donc pour utiliser autant Ski Tour and Guru, que Yeti, il faut absolument lire le mode d'emploi avant, hein. Donc ce sont des applications qui ne s'utilisent pas à la légère, hein, donc qui vous allez, les utiliser pour, je dirais, éviter de risquer votre vie. Donc ça veut dire qu'il faut les utiliser en connaissance de cause et donc bien lire le mode d'emploi, hein, qui se trouve sur les 2 sites, avant. De mon point de vue, il s'agit de 2 outils, complémentaires. Donc Yeti va être très utile pour préparer sa course en fonction de différents scénarios. Donc ça va être en particulier, utile pour les skieurs qui sont un peu loin des massifs, montagneux, comme les skieurs, parisiens, qui vont devoir, préparer leur course, plusieurs jours en avance. Donc Yeti permet, de préparer ça en fonction de différents scénarios de degrés, de danger d'avalanche. Et enfin, il va permettre d'optimiser sa trace, hein, donc de préparer une trace, hein, donc de préparer sa course et donc de l'optimiser en évitant les éventuelles zones risquées. Enfin, Ski Tour and Guru, va être plus utile pour choisir la course, heu et aussi pour visualiser les possibilités au sein d'un massif ou d'une vallée selon les conditions du moment. Donc effectivement, quand vous avez, des dizaines de courses qui sont, autour d'une vallée ou dans un massif, donc si vous dézoomez la carte, hein, vous allez voir les courses qui sont rouges, les courses qui sont oranges et les courses qui sont vertes. Donc ça va vous donner une idée de là où vous pouvez aller en fonction des conditions. Alors le problème avec, Ski Tour and Guru, c'est qu'il calcule le risque, à partir du BRA de la veille. Donc à partir du moment où le BRA est connu, il va, calculer le risque sur les courses qui ont été numérisées. Donc on peut pas jouer avec, je dirais, en faisant, en différents scénarios. Voilà. Hem Voilà, donc je vais revenir quand même sur Ski Tour and Guru, 2 minutes pour vous montrer, ça, voilà. Voilà, donc si je dézoome, hein, donc vous allez voir l'état de numérisation des Alpes françaises, hein, pour le moment. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de courses qui ont été numérisées, d'une part autour de Grenoble, autour de Chambéry et puis dans les Alpes du Nord. Très peu de choses ont été faites dans les Alpes du Sud. Donc la numérisation des itinéraires, est assez chronophage, hein, donc ça demande un petit peu de temps, d'expérience. Il faut regarder la carte, les topos, avoir une certaine expérience des courses que l'on numérise et voilà, donc c'est fait petit à petit par un petit groupe de personnes. Voilà, donc vous avez quelques courses, très peu dans les Alpes du Sud, pas mal de courses dans les Alpes du Nord, hein, dans Beldon en particulier. Donc il y a certains massifs qui sont totalement couverts, d'autres un peu moins. Tout cela va, s'améliorer avec le temps et voilà. Et donc vous pouvez voir aussi, donc l'autre chose dont je vous parlais, hein, c'est que vous pouvez voir,
à l'échelle d'un massif, hein, les courses qui sont vertes, celles qui sont rouges et celles qui sont oranges. Donc a priori, les rouges sont à éviter, sauf si vous voulez maximiser votre prise de risque. Les oranges sont accessibles à condition d'avoir une certaine expérience et de faire attention. Et puis les vertes sont, un petit peu plus accessibles. Et alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme Ski Tour Guru, vous donne le risque sur un itinéraire bien précis, ça veut dire que si vous sortez de cet itinéraire, eh bien, vous sortez de la zone d'évaluation du risque. Et donc le mieux, c'est de récupérer la trace GPS, hein, qui se trouve ici, de l'itinéraire en question, et puis, vous pouvez le reporter sur votre GPS pour le suivre le plus scrupuleusement possible. Voilà, donc Yeti et Ski Tour Guru, donc 2 outils qui me semblent, importants, intéressants et utiles pour préparer la course à la maison. Et donc une petite image pour terminer, donc vous avez le concepteur de Yeti ici, Jacques Bellin, vous avez le concepteur de Ski Tour Guru, Gunther Schmudlak, et puis vous avez, Olivier Mauret et Philippe Descamps qui sont les 2 auteurs du livre, Avalanche: Comment réduire le risque, que je vais, vous présenter bientôt. Alors pour conclure cette, présentation, eh bien je dirais qu'il faut, donc pour limiter les dégâts, hein, donc éviter de se retrouver sous une avalanche, il faut d'abord bien préparer sa course. Il faut ensuite faire attention aux pentes raides, en particulier dans le degré de danger, 3 ou 4, et dans ces cas-là, il faut également faire attention aux pentes raides qui se trouvent au-dessus de nous. Donc on peut se faire, engloutir dans une avalanche, même si on est sur du plat, si toutefois il y a un terrain raide au-dessus. Il faut apprendre à renoncer à un itinéraire donné, hein, donc c'est ce que permettent de faire les méthodes de réduction, et donc ça permet d'éviter, de se faire prendre, dans des avalanches. Et enfin, je voudrais dire qu'on fait du très, très bon ski sur des pentes inférieures à 30°, donc on peut faire du ski par risque 4, hein, même si c'est pas forcément conseillé et que ça demande une certaine expérience. Mais dans ce cas-là, il faut se limiter à, des pentes, inférieures à 30°, y compris au-dessus de nous. Et enfin, quand même, le maître mot de tout ça, c'est qu'il faut se faire plaisir, donc voilà, ça permet de le faire en connaissance de cause, en plus. Alors, quelques références si vous voulez aller plus loin, et je vous conseille d'aller un petit peu plus loin que cette, présentation. Donc vous pouvez donc, la référence qu'il faut lire et qu'il faut avoir et qu'il faut relire, à mon avis, c'est, le livre «Avalanche: comment gérer le risque», de Philippe Descamps et Olivier Mauret, donc qui est publié aux éditions Guérin et dont la deuxième édition a été publiée en 2019. Donc il rajoute dans cette deuxième édition, rajoute un certain nombre de choses, dont un chapitre sur les, applications Yeti et Ski-Tour Guru. D'autres références, hein, donc vous avez le livre de Werner Munter, 3-3 Avalanche, la gestion du risque dans les sports d'hiver, donc qui a été publié aux éditions du Club alpin suisse en 2006 pour sa traduction française. Donc, je vous invite à lire aussi, il y a plein de choses intéressantes sur le risque d'avalanche dans les sports d'hiver, et notamment sur la genèse de la méthode 3-3, des méthodes de réduction, et cetera. Et enfin, donc j'ai écrit un certain nombre de billets de blog, sur mon site, avec des réflexions, autour de ces notions-là, des récits, d'avalanche, donc autour de la gestion du risque, de l'analyse de divers outils au-delà des méthodes de réduction. Voilà, puis j'ai écrit un article de vulgarisation sur, le risque d'avalanche de neige en montagne dans, Carnet d'aventure d'Ilia numéro 54, qui est paru il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Voilà, donc l'enregistrement, je le mettrai sur, la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, voilà. Et voilà, donc ceci termine, cet, exposé, cette conférence sur la gestion du risque d'avalanche. Je voudrais juste dire un petit mot sur, pour aller plus loin si vous le souhaitez, donc d'une part sur la MRQ. Donc la MRQ,
c'est la méthode de réduction quantitative qui est utilisée, donc qui a été mise au point par Gunther Schmudlack pour Ski Tour and Guru. Donc il s'agit d'un traitement massif de données, donc qui utilise 1500 données d'accidents, 5000 km de traces GPS, 4600 bulletins d'avalanche. Donc tout ça permet de générer numériquement une méthode de réduction, hein. Donc on retrouve la grille en fonction du degré de danger et puis non pas tout à fait de l'inclinaison de la pente, mais d'une indication du terrain avalancheux ici, avec un degré de risque là-dedans, hein. Donc ce diagramme que l'on retrouve ici sous forme exponentielle, hein. Donc plus on est dans le rouge, plus le risque augmente rapidement, hein. Donc on est dans une partie exponentielle du danger effectif. Voilà, et donc cette MRQ présente une base statistique bien plus solide que les méthodes de réduction classiques que je vous ai présentées, mais la MRQ n'est pas accessible au calcul humain facile, donc il nécessite un ordinateur. Voilà, donc juste pour aller un petit peu plus dans le détail, ici c'est un indicateur de terrain. Le terrain tient compte, donc c'est le terrain avalancheux, il tient compte de l'inclinaison, de l'orientation, de la concavité, de la proximité d'une arête ou du couvert forestier. Voilà, et puis ici, donc on a le risque 1 ici, un risque de 1 entre le vert et le orange, hein, qui est, disons, un risque socialement acceptable. En gros, c'est le même risque que celui qu'on a en prenant notre voiture. Donc ça concerne à peu près un décès toutes les 100 000 sorties. Et donc un truc à savoir, c'est que 80 des accidents sont évités si on s'abstient de parcourir les zones orange et rouge. Donc à condition de rester dans le vert, eh bien, on a très peu de chances d'avoir un accident d'avalanche. Que se passe-t-il si on n'a pas de bulletin d'estimation du risque d'avalanche, hein? Donc si on est en dehors des périodes où Météo France fournit ce bulletin de manière journalière, ou donc on peut être en période estivale ou printanière en haute montagne, hein, il peut y avoir des avalanches de plaques. On peut se trouver à l'étranger dans un pays où il n'y a pas de prévision du danger d'avalanche, et donc il y a des moyens de l'estimer sur place par soi-même. Donc un des moyens qui se trouve donc qui a été donné par Werner Munther et qui a été affiné par Philippe Descamps et Olivier Mauret dans leur livre. Donc il s'agit de l'estimation d'une grille pour estimer le degré de danger local. Donc ça permet une estimation locale, hein. Donc même si on a un BRA à l'échelle d'un massif, on peut vouloir l'estimer de manière plus locale là où on se trouve, donc à l'étranger ou hors période de publication du bulletin. Néanmoins, l'utilisation de cette grille demande un entraînement au préalable avec un BRA pour comparer les résultats, et il nécessite de l'expérience sur le terrain. Donc c'est pas quelque chose qui est très simple à appréhender. Donc juste pour la petite histoire, il s'agit d'une moyenne visuelle, hein. Donc si on met des croix dans les cases vertes, jaunes, oranges ou rouges, et puis on fait une moyenne visuelle, hein. Donc par ici, par exemple, j'ai mis des croix dans ces cases-là, et donc on aurait en moyenne visuelle un degré de danger 3, hein, donc autour de la colonne orange. Donc il ne s'agit pas de faire la moyenne arithmétique. Et puis il y a une autre méthode de réduction donc qui a été mise en place par Werner Munther, donc qui est la méthode de réduction professionnelle, et donc qui offre plus de critères, voilà, pour affiner un petit peu à la fois la prise de risque, et cetera, mais qui demande plus d'expérience pour la mettre en œuvre. Donc voilà, je vais m'arrêter là. OK. Hem, voilà, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et voilà, je vais arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
Voilà, bonne soirée, au revoir.